grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, on va parler du plan d'action gouvernemental présenté par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était vendredi dernier. Ce plan d'action qui s'articule autour de 8 axes prioritaires. Il s'agit du renforcement de la sécurité, des réformes politiques, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la carte sanitaire, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie et la création des conditions pour l'organisation des élections transparentes et apaisées. Après la présentation du PAG le vendredi, lundi, place a été faite au débat à l'issue desquels le plan d'action a été adopté à l'unanimité. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons analyser ce plan d'action du gouvernement Abdoulaye Maïga 2025-2026. Ils sont au nombre de 3. Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur et analyste politique. Dr Bakabini Keïta, également enseignant-chercheur et analyste politique. Et Madame Samake Fatoumata Traoré, spécialiste des questions de genre et de gouvernance. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, nous avons entendu notre reporter Fatih Yatara a promené son micro dans la ville de Bamako pour recueillir les avis de certains citoyens sur ce plan d'action gouvernemental présenté par le Premier ministre vendredi dernier. Je vous propose d'écouter son micro-trottoir. Ça prend en compte l'essentiel des préoccupations. Si nous concerne tout de suite l'aspect sécuritaire et l'aspect sécurité alimentaire. Pour moi, c'est faisable. Bon, je crois que dans un cadre général, les attentes des Maliens ont été prises en charge. Il n'y a que 3 qui ont retenu mon attention. Ici à Ségou, le premier, c'est la sécurité. Ils ont prévu le recrutement de 15 000 hommes. Je crois que c'est une bonne chose. Le second axe, c'est la santé. Le troisième axe, les élections. Un peu déçu, on n'a donné aucune date. La priorité, c'est d'abord la sécurité et puis changer au monde rural. C'est réalisable. La priorité des priorités, c'est la sécurité. Sans la défense, rien n'est possible. Ici à Yorosso, il faut renforcer réellement la sécurité. J'ai quand même trouvé un plan d'action très très ambitieux. Je doute vraiment de la faisabilité en une période de 2 ans. Et voilà, ça c'est un micro-trottoir réalisé ici à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays. Monsieur Keïta Souleymane, docteur Keïta Souleymane, vous êtes enseignant-chercheur et analyste politique. Ma première question est de savoir, je le disais tantôt, ce plan a été adopté à l'unanimité. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, ou bien vous vous attendez à ça? Alors, merci bien, monsieur Gadjogo. Il n'y a pas de surprise. Le PAG en lui-même, en termes de priorité, a touché pratiquement à l'essentiel des préoccupations du peuple malien, de façon graduelle, en partant de la sécurité jusqu'à la diplomatie, passant par les questions des besoins fondamentaux des Maliens dans l'électricité, entre autres. Donc, et pourquoi ce n'est pas une surprise, l'adoption? Je m'étais amusé à regarder les 2 PAG entre les 2 premiers ministres. Le climat n'est pas le même. Le climat a changé entre-temps. Donc, aujourd'hui, que ce PAG soit adopté, c'est tout à fait normal de mon point de vue. D'abord, il n'y a pas de clivage politique, il n'y a pas de calcul politique. Donc, ils sont d'abord entre eux. Donc, c'est normal que ça marche. Nous avons vu, il n'y a pas eu d'abstention, il n'y a pas eu de vote contre. Tous les présents ont voté pour. Donc, c'est un indicateur. Alors, Madame Samake, est-ce que vous partagez cette lecture de Dr Souleymane concernant l'adoption à l'unanimité de ce PAG? Est-ce que c'est une lecture que vous partagez? Oui, partiellement, parce que je pense que ce PAG, ce n'était pas une surprise que ce soit adopté à l'unanimité.
Et je pense également que comme c'est un péage aussi qui reflète en quelque sorte, en tout cas, tout ce qu'on peut attendre du gouvernement en termes de réforme, en termes de paix et de sécurité, en termes de satisfaction des besoins essentiels et même des questions vitales telles que la santé, l'éducation et même en termes de gouvernance. Donc je pense que ce n'était pas une surprise. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est un péage qui est quand même très ambitieux. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est le fait que ce soit un péage de rupture. Rupture dans le sens que, par exemple, quand on regarde comment les choses se sont passées, pour la première fois, rupture par rapport à... Rupture par rapport à l'adoption des péages précédents. C'est-à-dire que demander à ce qu'il y ait adoption avant vraiment de mettre en route, même si la plupart des activités, en tout cas beaucoup d'activités liées au péage sont déjà mises en œuvre, sont en train d'être mises en œuvre. Donc du coup, je pense que c'est un péage ambitieux, mais un péage qui rompt avec les anciennes pratiques, mais aussi qui est axé sur les principes de la gare, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Qui ne se contente plus du fait qu'on a des activités, mais plutôt que les activités, la mise en œuvre des activités soit susceptible de produire des résultats. Et là, avec les chiffres qui sont avancés, ça permet de comprendre que vraiment on veut avoir des résultats concrets à la fin de la mise en œuvre de ce plan d'action du gouvernement. Docteur Bakabini Keïta, un péage ambitieux, trouve Madame Samaké, mais elle pense aussi que c'est un péage qui rompt avec les péages précédents. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je salue les téléspectateurs. Permettez-moi aussi de saluer les collègues qui sont avec moi, et sans oublier vous et vos collègues de Studio Tamani. Ceci dit, effectivement, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est pas surprenant d'abord de le voir voter à l'unanimité des membres présents donc, du CNT. Mais il faut aussi ajouter que ce vote est révélateur. Suleiman l'a dit. Désormais, il révèle le consensus. Bon, enfin, je ne dirais pas le consensus, mais un unanimisme politique obtenu à partir du fait que désormais les militaires sont entre eux. Donc le CNT, la tête c'est un militaire, le gouvernement, la tête c'est un militaire, le président de la transition c'est un militaire, donc c'est une affaire entre militaires. Donc normalement, ce qui aurait pu surprendre, c'est effectivement de voir des voix discordantes, dissidentes en tout cas, contre ce péage. Donc ça ne surprend pas que ça soit voté à l'unanimité. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est aussi le fait que pratiquement on est dans le même péage. Hein. Et moi je vois... Il n'y a pas de rupture pour Non, il n'y a pas de rupture. Quand vous prenez les axes, c'est toujours autour des mêmes choses. La sécurité, la défense, les réformes politiques et institutionnelles, comme elles disent, quoi. Où se trouve la différence entre le précédent PAG et ce PAG? Moi, je ne vois pas de problème. Donc, quand je disais qu'il est révélateur, c'est effectivement, il est révélateur de cette méfiance qui a structuré la transition depuis le départ. Donc avec la cohabitation entre le M5 et les militaires. Donc ça, le fait que le premier PAG a été polémique, le vote a suscité beaucoup de polémiques, et le fait qu'aujourd'hui on est dans une unanimité, donc effectivement ça révèle aujourd'hui qu'on est dans une rupture avec le M5 et que désormais ce sont les militaires qui ont le contrôle du pays. Est-ce que le fait que ce péage a été présenté aussi quelques jours seulement après la dissolution de tous les partis politiques, mais aussi des associations à caractère politique, est-ce que cela aussi peut expliquer
son adoption à l'unanimité, voilà, il y a plus de gens qui vont essayer de défendre tel bord ou tel bord, mais tout le monde vise dans le même sens. Oui, j'ai dit que le vote est révélateur. Il est révélateur désormais de la prévalence militaire, pour ne pas dire de la permanence militaire, désormais, en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Le fait que les partis ont été dissous, et donc après la dissolution, on est dans ce vote unanime. Donc évidemment, comme j'ai eu à le dire, donc ça montre que donc, désormais, les militaires ont leurs choses à main. D'accord. Docteur Suleiman Keïta, Madame Samake et Bakabini ne se rejoignent pas sur un point, c'est-à-dire la rupture pour elle. Il y a une rupture en voyant ce PAG pour Bakabini. Il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de rupture. Le PAG, d'abord, c'est un exercice républicain. La présentation du PAG devant une Assemblée nationale ou devant le CNT, pour notre cas, c'est un exercice démocratique. Bien que nous soyons dans une transition, cet exercice est quand même là depuis le gouvernement Mokhtar Wane. Et c'est essentiellement les mêmes préoccupations qui viennent. Il n'y a pas eu de préoccupations supplémentaires en réalité. Si on regarde même l'agencement des axes, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. On va commencer par les priorités les plus urgentes pour venir graduellement. Alors, que le PAG soit adopté de façon unanime, ça n'aurait pu surprendre personne en réalité. Il n'y avait pas d'enjeu dans le vote. Du moment où le PAG reflète la vision du président de la transition, vision déclamée lors du conseil des ministres inaugural depuis novembre, qui a été donnée au gouvernement comme feuille de route. Donc c'est la vision du président. Et il se trouve que c'est le même président qui signe les décrets de nomination des membres du CNT. Donc, le serpent ne peut pas se mordre la queue. Est-ce à dire finalement que présenter un PAG ne serait plus nécessaire pendant la transition? Non, c'est toujours nécessaire parce que ça permet d'évaluer l'action du gouvernement. On ne va pas faire des préjugés hâtifs, parce que le PAG, c'est sur l'année. Donc, il y a des données chiffrées, telles que quelqu'un l'a parlé tout de suite dans les reportages, le recrutement des éléments des forces armées de sécurité, des agents de la sécurité routière, ainsi de suite. Donc, il y a des données chiffrées qu'on peut revoir à la fin, dire voici les objectifs qui ont été atteints, voici les objectifs qui sont partiellement atteints, et voici les objectifs qui ne sont pas atteints. Et pourquoi ils ne sont pas atteints, et au président de tirer toutes les conséquences s'il décide de renouveler sa confiance au gouvernement ou pas. Donc, il ne peut pas y avoir de surprise quant à l'adoption unanime du PAG. Mais c'est toujours utile d'informer les peuples sur la marche à suivre du gouvernement, pour qu'on sache au moins vers où on se dirige. Alors, le Premier ministre a fait beaucoup d'annonces, recrutement de forces armées, de forces de sécurité, mais aussi, il a parlé aussi de la campagne agricole, parlé des objectifs visés pour la prochaine campagne, mais aussi la distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables. Beaucoup d'annonces ont été faites, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est des annonces qui sont de nature à rassurer les populations maliennes, Madame Samake? Oui, je pense que les annonces peuvent rassurer, parce que quand on regarde bien les 8 axes, ça touche pratiquement tous les domaines de la vie publique et puis même sur le plan national. Donc ça veut dire que quelque part, on a quand même l'essentiel des besoins qui sont évoqués et qui sont chiffrés et qui permettent également de savoir exactement qu'est-ce qu'on prévoit dans quel domaine.
Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans l'analyse qui consiste à voir la forme de comment est-ce que ce PAG a été adopté. Je pense qu'on doit mettre beaucoup plus l'accent sur la pertinence, le contenu du PAG, c'est-à-dire les activités, les actions, les objectifs qui sont prévus. Est-ce que c'est des objectifs valables? Est-ce que ces objectifs-là vont concourir justement à l'atteinte en tout cas, des résultats escomptés à la fin du processus? Donc, quand vous parlez de rupture, il s'agit de ça, c'est dans ce sens-là. Moi, la rupture, déjà dans la forme, il y avait la rupture parce que c'est la première fois qu'on voit qu'il y a un débat. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas ce débat-là où on pose des questions et autres. Il n'y avait pas ça avant l'adoption. Ça se fait vraiment en clando. Et c'est pour ça que j'ai dit rupture. Mais la rupture également, pour moi, c'est le fait que, par exemple, en fonction des 3 principes édictés par rapport à l'action gouvernementale, mais aussi par rapport au principe de la gare, donc on voit très bien qu'on a, par exemple, on a 24 objectifs. Bon, sur les 8 axes, on a 24 objectifs, 72 actions, 75 actions et puis des indicateurs, donc 311 indicateurs d'activité. Donc tout ça, ça dénote quelque part on peut faire un suivi de ce qui a été fait. Donc maintenant, si on revient par rapport à la pertinence des activités qui ont été programmées ou des actions qui devraient être entreprises, cela me semble vraiment, en tout cas, bienvenue. Mais moi, ce que je fais en analysant, c'est-à-dire les différents axes, c'est de voir est-ce que par rapport aux activités qui sont programmées dans le cadre de tel ou tel autre axe, avec des lunettes genre, est-ce que les questions, par exemple, d'égalité hommes-femmes ont été prises en compte? Est-ce que les activités qui sont programmées sont pertinentes vis-à-vis de la situation que vivent les populations. Actuellement, par exemple, quand on prend les questions liées aux besoins, à la satisfaction des besoins des populations, les besoins essentiels des populations. Par exemple, la question de la cherté de la vie a été abordée. Mais, par exemple, on ne voit pas quelque chose par rapport au panier de la ménagère. Parce qu'on sait que les femmes aujourd'hui sont les piliers des familles. Et quand il y a une flambée des prix, malheureusement, souvent, les prix des condiments ne varient pas en fonction de cela. Peut-être on dira que les salaires aussi n'avaient pas augmenté. Mais ce qui est sûr, les femmes, par exemple, peuvent être quand même pris dans un paye le lourd tribut. Par exemple, quand on prend l'axe 1 lié à la défense et à la sécurité, on parle uniquement des ex-combattants, 34 000 ex-combattants. Est-ce que parmi ces ex-combattants, on a combien de femmes, par exemple, qui sont prévues? Par rapport même aux questions d'emploi, on a beaucoup plus mis l'accent sur l'emploi des jeunes. Il n'y a pas que les jeunes. Quelles sont les données chiffrées, par exemple, par rapport aux femmes en matière d'emploi? Et je trouve que dans un pays où la majorité de la population est constituée de jeunes, je pense qu'on doit non seulement mettre l'accent sur les questions de l'égalité entre les sexes en matière d'accès équitable, non seulement aux services sociaux de base, mais aussi par rapport aux questions d'emploi. Mais également, on doit mettre l'accent sur le fait que, par exemple, si on doit faire n'importe quelle activité, quelle sera la part qui est réservée aux femmes? Et je vois que l'inclusivité a été abordée sous l'angle de l'inclusion, par exemple, des personnes vivant avec un handicap, alors que les questions de genre ne se limitent pas à la question des personnes qui vivent avec un handicap. Ça va beaucoup plus loin que tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment un plan d'action qui reflète réellement les attentes des populations. Mais en même temps aussi, il y a certaines choses qui pouvaient aussi être mises en avant. Vous êtes resté sur votre fin par rapport à certaines questions à l'intégration transversale du genre dans tous les axes du plan d'action gouvernemental. D'accord. Bakabini Keïta, et vous, de votre côté, vous avez été aussi, en tout cas, vous êtes aussi resté sur votre fin par rapport à certains points. Est-ce que ce PAG vraiment répond aujourd'hui aux attentes essentielles des Maliens, comme le dit Mme Samake? Bon, je pense qu'on ne peut pas dire que le PAG, s'il est mis en œuvre, parce que la question fondamentale, c'est ça.
Et Madame l'avait dit que c'est un péage ambitieux. Je ne pense pas qu'elle l'emploie dans le sens à dire que s'il est ambitieux, que ça voudrait que cela est positif. Donc dire qu'il est ambitieux, ça voudrait aussi, ça doit nous amener aussi à se poser la question de savoir comment le réaliser. Oui, comment le réaliser. Et la capacité, ou en tout cas les voies et moyens, les conditions nécessaires donc, pour sa mise en œuvre, est-ce que ces conditions sont réunies? Et je pense que c'est un péage pour être mis en œuvre, donc ça demande la cohésion sociale. Ça, on va en arriver, mais ma question d'abord, c'est de savoir, est-ce que de votre côté, de votre appréciation de ce programme, de ce plan d'action, est-ce qu'il y a certains points sur lesquels vous attendiez le chef du gouvernement, voilà, sur lesquels il ne s'est pas prononcé? Vous oui, êtes resté sur votre point? C'est l'agencement surtout des points du péage. Pour moi, l'une des questions cruciales aujourd'hui de notre pays, c'est la question de l'énergie. Bon, apparemment, si on voit l'agencement qui peut apparaître gratuit et ne pas avoir de sens, alors qu'en réalité, le fait de mettre la défense et la sécurité au premier plan, et ainsi de suite, les 8 points alignés, donc c'est pas... Je crois que ceux qui l'ont rédigé, ils l'ont fait en mettant, en tout cas, en donnant la priorité aux questions de défense et de sécurité. Je ne suis pas en train de dire que la question de défense et de sécurité n'est pas une priorité aujourd'hui pour notre pays. Mais un pays ne pourra pas non plus notre pays ne pourra pas non plus se nourrir de cette seule question. Aujourd'hui, la question centrale, c'est de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises de notre pays qui sont mortes à cause du fait qu'il n'y a pas ne sont pas suffisamment fournis en électricité. Et donc, je pense que le Premier ministre a dit que nous allons passer à 19 heures d'électricité par jour. Oui, nous sommes à combien? Et je pense que c'est pendant le mois de carême, et entre les déclarations d'intention et les situations réelles, on nous avait promis effectivement pendant le mois de carême 19 heures d'électricité. Mais au final, je pense que les responsables de l'EDEM sont sortis pour dire que cette capacité en fourniture d'électricité est intenable à long terme. Donc, il l'ont ramené, je crois, à 10 heures si je ne m'abuse pas. Et donc, aujourd'hui, encore, c'est vrai que je pense que ce sont ces 10 heures-là qui sont 10 heures ou 12 heures qui sont maintenues. Donc maintenant, on nous promet encore les 19 heures, on va voir. Donc le temps, c'est le maire juge. Donc on verra si réellement ces 19 heures-là seront obtenues. Bon, 19 heures, c'est déjà mieux si on arrive à obtenir ça. Je pense que ça va soulager une bonne partie, en tout cas, des Maliens qui vivent de ces petites et moyennes entreprises, telles que par exemple ceux qui font la soudure, ceux qui font la menuiserie, etc., etc. Donc qui sont des activités aujourd'hui qui permettent, en tout cas, à beaucoup de familles maliennes de se nourrir. Donc, je pense que il y a des questions centrales pour moi qui devaient aujourd'hui venir avant d'autres questions comme les réformes politiques et institutionnelles qui pouvaient être que les questions de diplomatie. Donc, tout ça pouvait, en tout cas, venir après. Donc, aujourd'hui, les Maliens attendent beaucoup donc de ce gouvernement-là. Voilà, moi je disais qu'il n'y a pas tellement de rupture. Donc je ne dis pas que les préoccupations qui sont citées dans le PAG ne sont pas importantes. Mais je dis c'est dans peut-être la mise en œuvre qu'on verra comment l'agencement donc des actions, des différentes actions qui seront entreprises. Donc on va voir comment ces actions seront agencées de telle manière à soulager la souffrance des Maliens. Alors le chef du gouvernement l'a dit aussi, ce PAG tient compte aussi du contexte général de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel. Est-ce que cela peut expliquer le fait qu'il n'a pas donné d'indication, docteur Souleymane Keïta, d'indication par rapport au chronogramme électoral, par exemple? Oui, peut-être c'est le grand absent du PAG.
Le fait qu'on ne parle plus d'élection, en tout cas en termes de date, de délai. On comprend depuis un certain temps que le Mali s'est senti dépassé par les autres pays de l'AES qui ne parlent plus d'élection, qui sont partis pour 5 ans. Mais probablement, nous allons partir aussi pour 5 ans. Probablement, nous allons mettre entre parenthèses la Constitution pour faire comme les autres. La première étape, c'est la dissolution des partis politiques, le reste va suivre. Aujourd'hui, depuis la dernière sortie du président de la transition, lors d'une adresse à la nation, il a parlé d'élections. Depuis, il n'en parle plus, je crois que c'était en septembre. Pour le 1er janvier, il n'a pas parlé d'élections et depuis, on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans ces sorties, ni lui, ni les autres membres du gouvernement ne parlent d'élections. Je crois que c'est pour se mettre en conformité avec les autres pays de l'AES. Sauf que, à la différence, le Mali a un parcours particulier dans l'AES. Et vouloir faire comme les autres, ça peut poser problème et ça amène à s'interroger. Quand on prend la dissolution des partis politiques, l'avènement de la transition, c'est une action politique qui a amené la transition au Mali. Ce n'est pas le cas au Niger, ce n'est pas le cas au Burkina. Là, c'est un mouvement d'humeur de l'armée qui a amené les militaires à investir le terrain politique. Et chez nous, c'est l'inverse. Donc, je crois que le fait que dans le PAG, et quelqu'un l'a regretté dans le reportage que vous avez fait passer, il n'y a pas de chronogramme. Mais ça ne surprend pas. On va faire comme le Burkina, on va faire comme le Niger, qui ont décidé pour l'instant, et c'est parti pour 5 ans, qu'on ne parle plus d'élection ni de chronogramme relatif à cela. D'accord. Alors, quel était le sens pour vous d'inclure en tout cas cette question-là comme axe prioritaire dans le PAG? Alors, si vous regardez le contenu des réformes politiques et institutionnelles, il y a de bonnes intentions. C'est peut-être le seul axe sur lequel on ne peut pas tenir le gouvernement disant qu'il a tenu ou il n'a pas tenu ses engagements. Parce qu'il n'y a aucun délai, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de date. Ce qui est dit, que j'ai appelé des actes de bonnes intentions, c'est dire on va réformer le fichier, on va faire en sorte que des élections apaisées soient organisées. Donc ça, en gros, en termes d'analyse, ça n'a pas de contenu. Ça n'a vraiment pas de contenu. Pour qu'il y ait on parle d'élections apaisées, il faut qu'il y ait des tensions autour de l'élection, autour des questions des fichiers. Que des partis se braquent contre l'État, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Et je ne pense pas qu'il y avait une telle menace dans l'immédiat venant des partis politiques à l'encontre de la transition ou par rapport à l'organisation de l'élection. Donc, sur ce coup, on ne peut vraiment pas tenir le gouvernement pour responsable de quoi que ce soit. Mais, sur le PAG, de façon générale, je suis d'accord quand Madame dit que c'est ambitieux, parce que toutes les préoccupations des Maliens, à part le bémol concernant la question de l'élection, toutes les autres questions, on les trouve depuis le PAG de Mokhtar Wane. Depuis le PAG. Parce que les préoccupations n'ont pas varié depuis. C'est la question de sécurité, c'est la question des besoins fondamentaux. Mais je pense que les Maliens vont être de plus en plus vigilants. C'est pourquoi, quand le gouvernement donne un chronogramme chiffré, moi, ça m'inquiète. Un objectif chiffré, dès l'instant qu'on s'enferme dans des chiffres, ça m'inquiète. Depuis qu'on a commencé, les gens sont en train de suivre pas à pas les promesses du gouvernement et comment ça se termine. On a vu la question des plaques solaires de Safo. Et d'ailleurs, un temps avait été donné. On parlait de 4 mois. Aujourd'hui, nous sommes après d'un an. Il n'y a pas de plaques, il n'y a pas d'énergie solaire. Donc, il faut que, pour ce PAG,
le gouvernement mette les bouchées doubles pour redorer son propre blason et réinstaurer la confiance entre la parole du gouvernement et les attentes des populations. Alors, Madame Samake, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait en tout cas, le fait que le Premier ministre ne s'est pas appesanti sur ce taxe? On peut le comprendre aussi, hein, c'est le dernier axe dans l'agencement des priorités. Est-ce que vous aussi, vous voyez dans ce sens-là que ce n'est pas aujourd'hui vraiment une priorité pour le Mali, les élections? Bon, en fait, moi, je ne classe pas les différents axes parce que, par exemple, si on regarde bien ces axes-là, on ne va pas me dire que la satisfaction des besoins fondamentaux doit venir peut-être en troisième position. Ou voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est vrai qu'on a mis les questions d'élection, mais peut-être par ordre de priorité par rapport justement aux autorités de la transition, notamment parce que les forces par rapport aux questions de sécurité, on sait que sans sécurité, il n'y a pas de paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement, sans sécurité, on ne peut même pas parler de satisfaction des besoins fondamentaux. Mais en même temps, je trouve quand même que si on regarde bien ce qui est dit dans l'axe 8, déjà la formulation de l'axe 8 doit nous amener à nous interroger. Moi, je ne comprends pas, en tout cas, je ne saisis pas trop toute cette polémique autour de l'axe 8, qui en réalité s'est libellé ainsi, c'est-à-dire la création des conditions nécessaires. On n'a pas dit l'organisation des élections. On aurait pu dire cela. Donc depuis lors que c'est édicté de cette façon-là, ça veut dire qu'on se dit qu'il y a des préalables à l'organisation des élections. Et on ne peut pas en tenir, disons, au gouvernement de ne pas organiser des élections. Je crois que c'est fait dans ce sens, c'est fait sciemment, c'est des experts qui l'ont écrit. Donc ça montre que toutes les réformes que nous voyons actuellement, notamment la révision de la charte des partis politiques, on a aussi l'adoption de la loi électorale, on a la constitution, on a également cette dissolution des partis politiques très récemment. Donc je pense que tout ça, selon peut-être la vision qui est édictée par le gouvernement, c'est aller dans le sens justement de la création des conditions nécessaires à une élection crédible, transparente à long terme, compte tenu aussi de certains antécédents que nous connaissons très bien par rapport à l'organisation des élections. Alors, pour moi, les choses sont très très clair par rapport au fait que ce taxe-là soit en dernière position et que qu'on n'ait pas assez de données sur ce qui devrait être fait concrètement. Je pense même que dans la présentation du Premier ministre, il y a certaines choses qui n'ont pas été évoquées dans cette partie, qui sont déjà des acquis, comme je l'avais annoncé. Maintenant, quand on prend les autres axes, notamment l'éducation, la santé, la satisfaction des besoins fondamentaux, les réformes institutionnelles. Moi, je suis quand même restée sur ma faim par rapport aux réformes institutionnelles et politiques, parce que je pense qu'il y a même certaines réformes qui sont en cours, qui n'ont pas été évoquées. Par exemple, la question des réformes institutionnelles, pour moi, c'est vraiment... on va dire le chapeau même, c'est-à-dire ce qui devrait guider, parce que la rupture dont je parle, c'est la rupture aussi avec la façon de gouverner d'avant. C'est la rupture avec cette façon de se dire, bon, on a déjà un peuple qui nous suit, qui a des attentes, qui est certes, mais que c'est nous qui devrons décider. Donc, en ce moment-là, quand on prend toutes ces questions liées aux différents axes qui sont édictés, on se rend compte que les données qui sont là, souvent, ne sont pas forcément les seules préoccupations du peuple malien. On va aller dans l'éducation. Par exemple, la question de la qualité de l'enseignement a été abordée, mais par exemple, toutes ces questions liées à la recherche scientifique, la robotique qu'on est en train de développer, moi, je ne l'ai pas vu, par exemple. Peut-être c'est dans le grand document dont je n'ai pas connaissance, mais je n'ai pas vu cela. L'amélioration, par exemple, déjà des conditions d'apprentissage
au niveau des écoles ou des universités déjà là, par exemple, n'est pas abordé. On parle plutôt de la construction de nouvelles écoles, par exemple. Et on ne se focalise pas trop sur, par exemple, ce que nous vivons en tant qu'enseignantes, et ce que les étudiants vivent aujourd'hui au sein des universités. C'est presque une catastrophe. Vous êtes un professeur, vous venez sur le plat, faire votre cours, il n'y a pas d'électricité. Vous avez votre PowerPoint, vous ne pouvez pas projeter parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire marcher le groupe électrogène, ou bien il n'y en a même pas, ou bien vous n'avez pas de prise pour brancher votre ordinateur parce que toutes les prises sont à des niveaux où vous ne pouvez pas faire le travail. Donc, il y a aussi le fait que les étudiants désertent les cours. Et cela est dû aussi au fait qu'il y a beaucoup d'autres pratiques au sein des universités qui empêchent d'avoir un enseignement de qualité. Que pouvons-nous attendre de ces étudiants de demain ? Que pouvons-nous attendre en termes de qualité des ressources humaines ? Dans ce texte, l'amélioration du système éducatif. Voilà, donc l'amélioration du système éducatif tel que dit, en tout cas, il y a certaines choses qui sont, c'est clair, tout ce qui a été dit dans le PAG, c'est des besoins essentiels. Au Mali, souvent, on dit que tout est prioritaire, c'est clair. Mais on se dit également, quand il y a eu ce débat-là, par exemple au niveau du CNT, où les gens ont parlé des problèmes, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition, mais quand même les gens n'ont pas mâché ce qu'ils ont comme préoccupation. Ça a été dit clairement. Donc ce serait l'occasion pour le gouvernement de prendre en compte justement ces préoccupations qui ont été édictées par les membres du CNT, qui se sont transformés en défenseurs des intérêts des populations. Et cela me semble très important dans cet exercice. D'accord. Nous allons passer maintenant à comment Bakabi avait déjà mis le pied dans le plat, comment le Premier ministre va en tout cas s'y prendre pour mettre en œuvre exécuter son plan d'action là, qui est estimé à plus de 1600 milliards de francs CFA d'abord. Est-ce que financièrement, il a les moyens, Bakabini? Bon, permettez-moi de réagir dans un aspect du débat, très rapidement. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que je vois un peu de théâtralisation, au fait. Et quand on prend comment les différents éléments, les différents axes du PAG sont alignés, et quand on voit la question des élections mises, en tout cas au dernier rang, et donc on voit bien qu'il n'y a pas un grand intérêt pour les élections. Même en le mettant, on voit bien, au fait, non seulement on n'a pas un grand intérêt pour les élections parce qu'il est mis ou relégué au second plan. Deuxièmement, parce qu'on ne parle pas d'élection. On parle plutôt des conditions pour une élection. Donc, travailler pour l'amélioration des conditions, pour mettre les conditions nécessaires, utiles. Pour la création des conditions. Donc, créer les conditions utiles pour l'organisation d'élections. Et donc, quand est-ce que ces conditions seront là? Ça, c'est la grande question. Donc, ce qui m'amène effectivement à rejoindre Keïta en disant qu'effectivement, on est dans une logique où, au lieu, pour moi, c'est quand même, pour moi, c'est ça aussi le problème. C'est que nous sommes en train de rejoindre les deux États de l'AES, ce qui n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que c'est nous qui avons commencé. Et nous avons déjà marché atteindre un niveau. Donc, si vous demandez, il est beaucoup plus facile à un marcheur de rejoindre celui qui est devant, plutôt que de demander à celui qui est devant de revenir en arrière pour reprendre la marche avec ceux qui traînent derrière. Donc, je vois un peu, caricaturer un peu notre situation à ça. Nous, on avait fait une constitution, les autres n'ont pas. Donc, on avait pris des engagements vis-à-vis du peuple. Les autres n'avaient pas pris ces engagements. Donc, c'est ça la métaphore du marcheur de devant obligé à rejoindre les marcheurs qui traînent derrière et donc pour reprendre encore la marche. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui me paraît quand même paradoxal et problématique dans la situation où nous sommes actuellement. D'accord. Bon, donc,
maintenant, plus assez de temps, les conditions, c'est-à-dire comment il va financer, en tout cas, comment il va financer les moyens financiers, mais aussi, on sait que le contexte politique était un peu tendu avec la dissolution des partis, le contexte social aussi, souvent des syndicats qui... Je pense qu'il faut aller à un postulat. Quels sont les leviers dont ils disposent? Un postulat de départ, c'est que nous venons de dire que le Mali, les autorités du Mali sont dans une logique où ils veulent s'aligner aux deux pays. Donc, ça veut dire qu'au fond, ce qu'elles ne disent pas et qui est entre les lignes du PAG, c'est que l'élection, au fait, aujourd'hui, la question de l'élection n'est pas le souci central. Et donc, dans ces conditions, comment aller au financement, en tout cas, comment trouver le financement et l'argent nécessaire, utile, donc pour mettre en œuvre ce PAG. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Ça demande effectivement, pour mettre tout ça en œuvre, il faut la cohésion sociale. Bon, heureusement qu'il y a un axe qui est consacré effectivement à la mise en œuvre de la cohésion sociale, mais moi je crains que les choses ne se dégradent parce que il est aussi prévu, je crois, un assainissement du système, de l'écosystème associatif. Donc, ce qui laisse envisager un peu à la façon dont les partis ont été, on a fait taire les partis, et donc que certaines associations, peut-être même des syndicats, ne subissent le même sort. Et donc, franchement, les conditions économiques, les conditions sociales, les conditions politiques sont telles qu'aujourd'hui, c'est là où moi je rejoins madame en disant que le PAG est ambitieux. Et moi, je n'interprète pas l'ambition seulement dans le sens que c'est grand, ça prend en compte tous les soucis du Mali. Il n'y a pas un PAG au Mali qui n'a pas pris en compte les préoccupations des populations, mais toute la question, c'est de savoir comment mettre en œuvre. Donc, c'est pour toutes ces raisons. Quand vous voyez toutes ces conditions, en tout cas, qui ne sont pas favorables, et aujourd'hui, à la mise en œuvre de ce PAG, moi je ne sais pas comment le Premier ministre va faire, le gouvernement de manière générale, et ils vont faire pour en tout cas régler tous ces problèmes et aller à la mise en œuvre de ce PAG. Docteur Souleymane Keïta, comment le Premier ministre va faire pour mettre en œuvre ce PAG? Est-ce qu'il faut forcément réunir toutes ces conditions que vient d'évoquer Bakabini pour pouvoir réussir sa mission? Non, il faut être réaliste, on ne va pas réunir toutes les conditions. Il n'y aura pas non plus, puisqu'il n'y en a pas eu avant, il n'y aura pas non plus un PAG qui va être réalisé à 100%. Les données sécuritaires sont très volatiles. La réalité sécuritaire, elle est très volatile. Ce n'est pas des calculs mathématiques qui permettent de régler ces questions-là. Par contre, tout ce qui concerne les recrutements, les logements sociaux, la distribution des logements sociaux, les gens vont être vraiment regardants. Moi, je préfère qu'on évite les procès d'intention. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Je ne pense pas qu'il y ait véritablement des tensions sociales autour de la transition. Je ne pense pas. Il n'existe pas, mais les gens sont dans l'attente. Et ces attentes-là, il faut que le gouvernement trouve les moyens. 1000 milliards pour un gouvernement, ce n'est vraiment pas un problème. La question, c'est la crédibilité du gouvernement. S'il est suffisamment crédible, il peut trouver 1000 milliards. Ce n'est vraiment pas la mer à boire pour un gouvernement. Maintenant, s'il n'est pas crédible, tout est question de compétences. Trouver 1000 milliards où? D'abord, le gouvernement a des partenaires, le pays a des partenaires. Il n'a pas rompu avec tous les partenaires. D'accord, il faut toujours compter sur ces partenaires. Absolument, mais tous les pays ont des partenaires sur lesquels ils comptent. Je rappelle que le président américain vient de recevoir la promesse d'un avion avec ses partenaires. Donc, si le gouvernement est suffisamment crédible sur le plan international, si le PAG parvient à convaincre les partenaires financiers, ils vont accompagner le gouvernement. Mais maintenant, il faut que les indicateurs sur la lutte contre la corruption soient des indicateurs lisibles. D'accord. C'est fondamental. Ok, Madame Samaké, nous terminons avec vous. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez comme Bakabini qu'il faut vraiment réunir ces conditions-là, la stabilité socio-politique, mais aussi avoir les conditions financières pour pouvoir mettre en œuvre ce PAG?
Pour moi, les conditions financières ne devraient pas poser de problème, dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, le montant est connu, hein, c'est chiffré, c'est 1671 milliards 256 millions comme ça. Et on sait que, par exemple, le budget qui est voté, en tout cas au CNT, pour l'année, c'est plus de 2000 milliards. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est plus de 2000, près de 3000 milliards. Donc avoir 1700 milliards dans ça, je ne pense pas que ce soit trop demandé. Mais comme l'ont dit mes co-débatteurs, c'est-à-dire c'est la mise en œuvre aussi qui peut peut-être poser problème, étant entendu que quand on fait un plan d'action, on se projette dans l'avenir, on ne sait pas trop si on peut éventuellement mettre, mais en tout cas l'idéal c'est de mettre peut-être au moins à 90-95% des activités. Maintenant par rapport aux questions sécuritaires, moi je pense que les données chiffrées en disent un peu long sur la possibilité d'atteindre ces objectifs-là. Par exemple la question des 34 000 ex-combattants, la question des 9 000, ça, au total c'est 24 000 hommes en tout par rapport au FDS. Donc c'est quelque chose qui est déjà en cours, la construction des camps militaires également, c'est déjà en cours. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peut-être sont réalisables et certainement le coût qui est édicté ici en tient compte. D'accord. Donc voilà. En gros, vous êtes optimiste que moi, je suis optimiste, PAG... mais en même temps, je pense que le gouvernement doit mettre l'accent sur l'efficacité de l'action publique, la célérité de l'action publique et puis la transparence dans la gestion des activités, mais en même temps permettre aussi à ce qu'il y ait cette redevabilité à tout moment, ne pas dire seulement que voilà, on a décidé, mais on peut ne pas atteindre. Donc il faut que cette volonté politique affichée soit une réalité pour que la population malienne puisse évaluer et que ça renforce aussi la confiance entre la population et les autorités. Ok, ce sera le mot de la fin pour cette émission qui décryptait aujourd'hui le plan d'action gouvernemental 2025-2026 présenté par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga la semaine dernière. Nos invités, Dr Souleymane Keïta, Dr Bakabini Keïta, tous deux enseignants, chercheurs et analystes politiques, et Mme Samaki Fatoumata Traoré, spécialiste des questions de genre et de gouvernance, étaient avec nous pour débattre de cette question. Sékou Gadjigo a modéré ce grand dialogue réalisé par Mamadou Ouattara à la mise en onde et Gagny Kanté et Adjaratou Traoré à la régie vidéo. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour un autre numéro.